Le mois d'août est un petit peu particulier sur cette chaîne, car depuis quelques années, j'ai lancé l'été des daubes. Je ne lis que le fond, du panier de la littérature. L'année dernière, j'avais chroniqué, non pas un, mais 2 livres de Marlène Schiappa. Et donc, dans un esprit d'égalité qui m'est cher, cette année, place aux hommes, place aux bonhommes. Pas de souci, on est des bonhommes, nous, il n'y a pas de... Non, non. Choix difficile, tant l'étendue du bourbier des daubes est vaste et profond. Mais mes pas aventureux m'ont conduit auprès d'un nom aujourd'hui assez connu. Raphaël Quenard. Acteur, star montante du cinéma français pour ses rôles en passant excellent dans Chien de la casse et Yannick, a publié son premier roman. Tiens donc! Celui dont le phrasé distinctif a su le rendre reconnaissable dans le milieu relativement lisse et parfois sans saveur du cinéma français est passé du côté de l'écriture. Les éditions Flammarion ont édité son premier roman, Clamsé à Tataouine. Vous pouvez vous procurer pour la modique somme de 22 €. Et si vous trouvez que c'est trop, rassurez-vous, une édition collector, sans doute encore plus chère, est prévue pour octobre. On en a de la chance. Et si le doute et la mansuétude sont plus que nécessaires dans le cadre d'un premier roman, toujours, eh bien, force est de constater qu'après lecture, et même relecture, car oui, une daube de l'été se subit 2 fois, ce livre a parfaitement sa place dans ce palmarès. Désolé Raphaël. Moi, je raconte une histoire, après, les exégètes dignes de ce nom sauront y voir des redondances au fil des œuvres. Et avant de découvrir pourquoi, j'ai une grande annonce à vous partager. Je lance la première édition des goodies Qu'est-ce qu'on lit ? Toutes les illustrations ont été réalisées par l'incroyable illustratrice Irina Irukson. Vous avez vraiment que des choses trop cute, de bonne qualité. N'hésitez pas à découvrir la boutique. C'est un excellent moyen de soutenir la chaîne, peut-être le seul, en plus de regarder les vidéos. Les revenus iront à rémunérer des gens avec qui je travaille ou j'ai envie de travailler pour vous proposer des vidéos d'encore meilleure qualité. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée de ma part, car d'un côté, vous avez des super et des trop beaux objets, et de l'autre, vous soutenez la chaîne pour avoir encore plus des super vidéos. Et tout le monde est gagnant, mais vous avez de la chance de m'avoir en vrai. En plus, je tourne par 35 degrés, alors autant vous dire que je fais des retouches maquillage. On ouvre sur le narrateur qui nous parle directement depuis Tataouine, une ville de Tunisie. À ce moment du récit, il habite, ou il squatte, on va dire, chez Liliane depuis quelques mois. Liliane est une Française de 82 ans qui a une maison là-bas et qui loue des chambres pour les touristes. Dès la toute première page, le narrateur donne le ton. Que la vie peut être agréable quand on est épargné par les problématiques bassement pécuniaires. L'habit et le logis m'étant fournis, me voilà sans grand souci, comme dirait La Fontaine. L'auteur, pas la femme. Et normalement, là, on arrête sa lecture, on jette le livre à la poubelle et on brûle sa maison dans laquelle la poubelle est pour être sûr qu'il n'en reste rien. Mais nous, évidemment, le gang de l'été, on continue, on est vaillant. On n'a pas le choix. Et pourtant, ce n'est que le tout premier de nombreux obstacles. Car dès les premières pages, il y a une caractéristique de l'écriture de Raphaël Quenard qui saute aux yeux. Sa non-écriture. Je vous donne un exemple. Rapidement, il revient, il explique comment il est arrivé chez Liliane. Voilà, il est arrivé, il l'a baratiné, c'est un grand voyageur, etc., etc. Et plutôt que de nous mettre tout cela en dialogue, ou en tout cas de nous faire vivre cette scène d'une manière ou d'une autre, et il y en a plein des manières, il nous dit « il se passe ça, point », ou plutôt « il s'est passé ça ». Je dirais que c'est un brouillon, et qu'il a oublié d'écrire des scènes entières, que c'était vraiment un passage où il disait « et là, on écrira un passage où il va se passer ça ». Donc déjà, on est assez mal parti pour avoir un peu de substance, un peu de corps au personnage. Mais peut-être que ce n'est que le début. Peut-être que ça va changer. Peut-être. Comme Liliane est vieille, que Liliane dégouline de rides,
Le narrateur nous livre des profondeurs assez remarquables sur l'âme humaine. Il lui arrive de s'enthousiasmer de ces trésors que la vie propose. Une conversation, un sourire, une extase culinaire. Tous ces riens qui valent tout. Ceux qui, comme moi, ont frayé avec le grand âge le savent bien. Une culotte, passée 80 ans, c'est une benne à ordures laissée à l'abandon. Mais attention, oui, Liliane est une vieille peau, mais elle en a fait de belles, hein. Elle a fait sa carrière dans le cinéma et, bien sûr, elle a eu un super poste, elle a gravi les échelons grâce aux promotions canapé. Ah, la belle époque. Leur entente fusionnelle était vite devenue charnelle. Liliane avait bénéficié de promotions canapé successives jusqu'à devenir associée. J'étais donc tombée sur une vieille véreuse au comble de sa vulnérabilité. Je pense que Raphaël Quenard doit écrire en se regardant face à un miroir et que de temps en temps, il admire le petit sourire satisfait qu'il a. Waouh, quelles allitérations. Je suis incroyable. Un soir, en rentrant d'une balade chez Liliane, il la découvre avachie sur les toilettes. Il l'aide à se relever. Face à la vulnérabilité de la vieille femme, il lui confie aussi, avec un peu de vulnérabilité, ce pourquoi il est venu à Tataouine. Il est venu pour écrire et il lui tend son manuscrit terminé. Il vient pour écrire, mais il a déjà fini son manuscrit. Bon. Et donc, tout ce qu'on va lire par la suite, ce sont ces fameuses pages de notre narrateur. On passe maintenant au prologue, donc celui de ce fameux manuscrit. Oh non! Oh non! Le narrateur est sur le toit d'un immeuble. Il est prêt à se jeter dans le vide. Oh, mais pour en arriver là, il faut que son mal-être soit caractérisé de manière profonde et déchirante. Il faut que l'on sache plus sur ce qui conduit cet homme au ressort final. Mon mal de vivre n'a jamais connu de trêve. Toute ma vie, j'ai eu honte. D'abord, de ne pas trouver de sens à mon existence. Ensuite, de ne pas trouver de raison valable à ce non-sens. Fatiguée à l'idée même d'essayer, voir sa famille vous aider du bout des doigts, affronter ses regards désabusés, à la longue, ça pèse. Son papa est donc un peu méchant avec lui, ou il l'a été dans sa jeunesse, et sa famille est un peu distante avec lui. On n'en saura jamais plus sur ce profond mal-être. Ça pèse. Mais au dernier moment, attention, le narrateur ne saute pas dans le vide, par lâcheté. Jusqu'ici, honnêtement, c'est assez confus. Mais nul doute que ce n'est qu'une impression, voulue par l'auteur. Et oui, car dans un saut logique absolu, le narrateur passe de vouloir se jeter du haut d'un immeuble à rendre la société responsable de son malheur et dire qu'elle doit payer. Ça pèse. Une force maléfique s'est emparée de mon être. Si j'ai échappé aux ténèbres, c'est pour décimer cette société avec laquelle je n'ai de toute façon jamais fait corps. J'en ai la certitude. Je dois l'anéantir. Rien de moins. Notre narrateur est donc un homme incel qui veut se venger sur la société. Mu par une sagacité subite, il sort de chez lui et il se dit que ça y est, il est prêt à mettre à exécution ses exécutions. Quenard approves. Ne m'en voulez pas s'il ne s'est encore rien passé d'intéressant, hein. Je suis la trame du livre. Donc Monsieur Incel se rend dans une chapelle dans le 16e arrondissement pour assister à une messe. C'est un lieu, un moment d'ailleurs qu'il affectionne tout particulièrement. On a droit à une petite tirade sur les bienfaits de la messe. Là-bas, il se met à parler avec une femme donc qu'il ne connaît pas, de environ 60 ans. Cette femme s'appelle Marthe. Marthe lui raconte toute sa vie en quelques échanges. Et d'ailleurs, quand je dis qu'elle lui raconte toute sa vie, ce ne sont pas des dialogues, c'est comme un résumé un peu ChatGPT de toute sa vie et de tout ce que Marthe aurait dit au narrateur. Marthe lui parle de sa fécondation in vitro. C'est fou quand même comme les gens se confient vite à cet homme. Marthe, par la grâce du dieu de la narration facile pour les nuls, l'invite aussitôt chez lui, voilà, immédiatement. Elle me propose de venir partager avec elle une part de tarte aux prunes que sa voisine lui a offerte ce matin. On dirait presque que ça a été écrit par un homme, tout ça. Arrivé chez Marthe, tout respire un luxe des grandes heures de l'aristocratie.
Il fait un effort donc pour parler comme un gars culturé, pour faire illusion, parce que lui, il vient des bas-fonds du parler, quoi. Ce langage, un brin pompeux, me demande un effort intellectuel démesuré. Non pas que je sois d'une profonde débilité, mais j'ai tendance, dans l'intimité, à parler plus vulgairement. J'y ai été habituée dès mon plus jeune âge. Cette fange lexicale est constitutive de mon identité. J'ai un bagage culturel de façade. Arrivé à ce moment du livre, on comprend pourquoi finalement Raphaël Quenard n'écrit pas beaucoup de dialogues. Parce que franchement, quand il en écrit, comme on dit chez moi, c'est quelque chose de rare. En fait, ces personnages ne sont pas caractérisés et ils ont la profondeur d'une huître séchée par le soleil d'été. Le tout rend les différents échanges vraiment, vraiment gênants. Il demande donc à Marthe pourquoi elle ne se remarierait pas. Et quand il décide de prendre congé d'elle, elle se lève pour aller débarrasser les assiettes, vu qu'ils viennent de manger la tarte aux prunes. Il la suit et il la pousse violemment immédiatement. Et bien sûr, Marthe, une femme aristocrate de plus de 60 ans qui vit seule, est immédiatement parce qu'elle se dit tout de suite on va jouer à cache-cache avec cet inconnu de 27 ans rencontré 20 minutes plus tôt à la messe et qui aille chez moi après avoir mangé un bout de tarte aux prunes. C'est alors que je saisis vigoureusement son poignet, puis la pousse jusqu'à lui faire heurter violemment le frigo. Elle semble admettre les conditions de jeu. Elle croit peut-être à une relation sexuelle autoritaire et s'y prête avec un abandon qu'elle n'essaye même pas de dissimuler. Vous alors, vous êtes si dur qu'on pourrait croire que vous êtes en bois. Queen-t-elle de plaisir? Oui, Marthe, queen de plaisir. Ah, mais bien sûr, c'est le personnage. C'est le personnage. Moi, j'ai rien compris, bien sûr. Ouais, c'est moi le problème. Ce livre est profond et va nous dire des vérités, des choses inavouables sur l'âme humaine, ça c'est sûr. Il tue donc Marthe en prenant un couteau et en l'empalant sur un meuble. Et en sortant de chez Marthe, tel un super vilain de film de super-héros, il nous dévoile son plan diabolique. La société doit s'acquitter de ce mal-être dont je la tiens responsable, pour que l'anéantissement soit total et que mon action porte. Je dois frapper symboliquement. Je vais tuer un représentant de chacune des classes sociales. Je choisirai des femmes, non par virilisme vengeur, mais simplement parce que si ces coups d'éclat doivent être mes derniers et se solder par un enfermement définitif, autant dépenser mes dernières heures auprès de ceux qui ont toujours eu ma préférence, à savoir les femmes. Logique imparable. Là, vraiment, on trépigne d'une impatience douloureusement contenable face à cette annonce en grande pompe. On a hâte d'en savoir plus. Mais vraiment, dis-nous en plus, narrateur. C'est l'histoire d'une misandrie qui faisait qu'une misanthropie prenait l'apparence d'une misogynie. Voilà. En refermant ces premières pages, je sombrais dans une profonde mélancolie introspective. Avais-je signé un pacte avec des puissances maléfiques sans le savoir ? Le livre de Raphaël me rappelait des souvenirs d'autres lectures douloureuses. Mais peut-être étais-je hantée par ses écrits et incapable d'apprécier l'ouvrage à sa juste valeur. Après une nouvelle nuit hantée par les cauchemars de gigantesques hommes-bébés maléfiques, je pris conscience qu'il me fallait changer d'approche. J'étais peut-être celle qui se fourvoyait. Des gens, lecteurs comme moi, ne criaient-ils pas au génie, au chef-d'œuvre en parlant de cet ouvrage ? Raphaël Quenard n'était-il pas invité sur tous les plateaux pour parler de son livre, encensé par une critique certainement jamais complaisante avec son propre monde ? Si je devais continuer ma lecture, et je la continuerai, car j'irai au bout, il me fallait revoir entièrement ma posture. Je devais me défaire de l'ensemble de mes valeurs et tenter de me rapprocher de l'essence de ce livre. L'ego de Raphaël Quenard. Là, alors, peut-être, dans ces glorieuses cimes, la beauté de ce livre pourrait enfin me parvenir. Dans chaque chapitre, chaque acte,
On va d'abord avoir droit à une petite digression du narrateur qui est censée nous donner les clés de cet horripilant personnage. Et puis, bien sûr, on aura l'assassinat en question d'une femme, car, rappelons-le, il aime leur compagnie, donc il les tue, elles, pour se venger de la société. C'est logique, je vous dis que c'est logique. Le narrateur nous apprend qu'il a commencé à devenir client régulier des travailleuses du sexe de sa région à l'âge de 16 ans. Il prenait la voiture de ses parents quand ils étaient partis et il allait faire le tour des zones de racolage. As one does, I guess. N'oublions pas que le narrateur est un sociopathe auto-déclaré. Face à sa toute première demande auprès d'une travailleuse du sexe, il ne peut s'empêcher de comparer la somme demandée à une transaction marchande, comme une autre finalement. C'est combien ? 30 € la pipe, 50 l'amour. Chez McDo, le menu McFirst est à 4,95 €. On est au p***tout chez Paul Bocuse. Faudrait pas pousser, c'est quand même moi qui prends le risque non négligeable d'attraper une saleté. Ha ha ha. Waouh. Qu'est-ce que j'ai ri. Raphaël Quenard écrit comme ces gars qui se croient cool, vous savez, à Paris ou dans les grandes métropoles, avec un Bob Ricard, des chaussettes dans des Birkenstock hors de prix, et qui parlent comme des charretiers alors qu'ils boivent leur petit IPA à 14 balles la pinte. Dans un contexte amical, très bien, et moi ça me fait moi-même rire, parfois. Mais là, c'est usant parce que déjà, c'est très redondant et en plus, il n'y a absolument rien de neuf à lire les dégoisements de cet incel dont on ressent le petit sourire satisfait à chaque phrase qu'il trouve bien sentie. Ensuite, on a droit à un petit tour xénophobe du milieu de la prostitution et une nouvelle case qu'on n'avait pas encore cochée dans ce livre, qui est la transphobie. Mais bien sûr, rappelons-le, c'est son personnage qui est odieux. Pas lui. Alors c'est l'histoire fictive, je rassure tout le monde. Bien sûr. Enfin j'espère, d'un sociopathe. À un moment, quand ton écriture ne fait qu'entretenir des stéréotypes dangereux pour les catégories de personnes que tu décris sans jamais leur donner plus de substance qu'être un trave, bon. Et puis, on a droit à peu près 15 pages sur la prostitution, soit 8% du livre. C'est vraiment disproportionné. En fait, il n'avait pas envie d'écrire une histoire, il voulait lancer des mots comme ça, mettre des petites piques, des petites réflexions, pour faire l'intéressant, et hop, ça fait un livre. Pour trouver sa prochaine cible, le narrateur met des annonces pour des cours de chimie dans les magasins autour de chez lui. C'est l'occasion d'avoir une super blague. Prends Free, Carrefour Racket, Dealer Price. Je suis par terre. J'ai fait des roulades de rire. On ne m'arrête plus. On ne m'arrête plus. Il va donc voir Hélène, qui est ingénieure. Elle cherche des cours pour sa fille Margot, qui est en première. La famille a une jeune fille au père, une américaine appelée Catherine, que tout le monde déteste, et ce qui donne un peu plus l'occasion d'abyssalité. Ah ben tiens, il y a le cafard qui rentre. J'espère pour elle qu'elle n'est pas défoncée, parce que maman va la massacrer. Avec un peu de chance, elle va attendre un peu pour se la faire, que je puisse profiter de la mise à mort. Voilà. Après plusieurs semaines de cours, il a enfin décidé de son mode opératoire. Il décide d'empoisonner le lait d'amande d'Hélène, la mère, qui est donc sa cible, car en fait, elle est la seule à en boire. Il l'a remarqué. Il met du cyanure dedans. On a droit à tout un laïus sur l'industrie agroalimentaire qui ressemble un petit peu à ce que nous disent les toutologues de CNews. Bon, en soi, c'est pas forcément faux, mais c'est juste cheveux soupe. Margot l'appelle 2 jours plus tard pour l'informer du décès de sa mère. Grâce à sa relation avec Margot, il a des infos sur l'enquête. Lui-même est interrogé par la police, car il était dans la maison, mais il n'est pas soupçonné, contrairement à la fameuse Catherine. Catherine a, faute de preuves irréfragables, été innocentée. On dirait qu'il a fait une liste de mots qui font stylé, qu'il utilise et qu'il raye un petit peu à chaque utilisation, fier de lui comme un coq. Nous sommes donc au 2e meurtre, après Marthe, l'aristocrate qui est morte empalée sur son meuble Louis-Philippe. Nous avons donc Hélène,
Bourgeoise descendante de bourgeoise, empoisonnée par son lait d'amande. Quelle vengeance sur la société! I feel like I'm losing my mind. Je pense qu'on est dans le pire chapitre de tout le livre. Notre maître psychopathe, dans sa tanière retranchée, apprend qu'il a été licencié de son travail. Et pour lui, c'est super, car il peut profiter du système et super bien vivre avec les allocations. Car c'est bien connu, en plus on touche les allocations immédiatement après avoir été viré. Et là, il va nous dévoiler un autre aspect de sa terrible personnalité pathologisante. Le vol. Mais pas tant pour obtenir des choses, que comme une posture quasiment philosophique. J'essaie de me rapprocher de ma star. À Paris, la concentration démographique annihile toute individualité. C'est ici que j'ai commencé à prendre conscience de mon insignifiance. C'est dans le trop-plein que l'idée du vide est née. Perdue dans ce tohu-bohu, j'ai fini par abandonner le peu de valeur morale qui me restait. Et on arrive sur un autre truc gênant du livre. Vraiment un poil. Juste le concept entier du livre, c'est que ce narrateur qui a décidé de tuer des gens qui représentent des classes sociales n'a en fait rien compris au concept de la classe sociale et leur répartition. C'est un peu gênant pour lui, il n'a pas fait ses devoirs. Il me fallait refroidir un autre corps, nécessairement. Je me suis donc résolue à partir en chasse d'une nouvelle victime. La précédente, Hélène, était une bourgeoise destinée à le rester, la couche supérieure de la classe moyenne. La prochaine étape, ce serait une femme devenue bourgeoise sans que son milieu d'origine ne l'y prédestine. Comme dit le même, je veux crever. Une grande bourgeoise, c'est la classe moyenne. On dirait Bérou qui dit que 4 000 € de salaire par mois, c'est pas beaucoup. Et le récit, c'est plus un récit de voyage entre les classes sociales et qui propose, on va dire, une galerie de personnages propres à s'émerveiller du grand n'importe quoi qu'est ce monde, avant tout. Franchement, il faut juste un peu plus travailler son concept. Si c'est le concept du livre, il faut au moins qu'il soit pas aussi faux. Pour trouver sa nouvelle cible, le narrateur s'inscrit dans une agence d'intérimaires et il prend un poste d'hôte d'accueil pour les matchs du PSG au Parc des Princes. Lui, il va pas faire les foires fouilles des bleds paumés, non. Il est direct dans la Rolls-Royce de ce job. We're very working class. Be honest. I am being Be honest. I am being What car honest. did your dad drive you to school in? So my dad did. No, one answer. My dad. What car was it? It's not a simple answer What because. car did you get your dad to drive It you to school in? depends. No. Okay, What in the car? 80s, What- my dad had a Rolls Royce. Thank you. Mais ça nous permet de voir l'étendue de ses capacités langagières. L'excitation de voir, sans le savoir, celle qui s'apprête à choir sous mes coups de boutoir. Le suffrage universel donne un peu de sel au cœur de la démocratie. Parce qu'elle a reçu des coups de crasse, comme une scie à métaux, métaphysique, qui peut faire ce qu'on aime, qui m'a saoulé. Rien que pour ça, mais quelle joie! Au lieu de travailler en tant qu'intérimaire, il peut visiblement librement vaquer à ses occupations et il se met à parler avec les joueurs comme s'il était l'un des leurs, comme s'il était un de leurs copains. Il se met à parler avec Nestor Gonzague, qui est là avec sa compagne qui s'appelle Cindy. Ah, ma pauvre Cindy. Il est flanqué de sa compagne du moment, une bimbo comme on en voit pulluler dans les émissions de télé-réalité. De celles qui font se raidir nos bâtons de pèlerin en un éclair. Le rire niais, des dents d'américaine, le QI de Bart Simpson et la poitrine qui menace de faire craquer un chemisier aux abois. C'est plein de ce tourbillon libidineux que j'entame la discussion avec les deux tourtereaux. Ce n'est que le début, accrochez vos ceintures et subissez ces dialogues. Je ne peux pas être la seule à avoir souffert. Putain, tu nous as régalé des transversales à la Decaux, je te jure. Tu mettais la trique à tout le monde, c'était un scandale. Les pupilles gonflées que j'avais, cette arpale-là. Je ne suis pas actrice, on le sait. On le sait. Il se lâche vraiment sur le physique de Cindy. Une bonne bouche bien rembourrée par le chirurgien.
Il n'y est pas allé de main morte. Il a sacrément capitonné la zone. À cet instant, je ne rêve que d'une seule chose. L'embarquer dans l'arrière-salle pour lui suçoter les poches à lait. La barre transversale, elle n'est plus sur le terrain à l'heure qu'il est. Cui-cui, cui-cui. Envolé. Tous mes espoirs que ce livre devienne mieux avec les différents chapitres. Avant de partir, j'ai quand même demandé le prénom de la pousse au crime. Cindy. Un bon prénom comme on les aime. Au prochain match, il revoit Nestor qui l'invite à un barbecue qui a lieu chez lui le lendemain. C'est là où ma théorie selon laquelle Quenard n'avait pas envie d'écrire un roman, mais il a juste balancé des trucs qu'il faisait marrer, me semble corroborer. On est au sous-sol de la fiction, là. Non, le sous-sol, ce serait là. Tellement c'est mal construit. 0 pointé pour l'effort. En attendant donc, le barbecue chez Nestor, évidemment, il ne travaille pas. Il rencontre et discute avec Varda, une femme à la rue qu'on retrouvera plus tard. Il nous apprend que Varda s'est retrouvée en hôpital psychiatrique, internée de force car elle est devenue tellement fan de la musique de Jul, elle écoutait ses morceaux toute la nuit en les chantant et ça dérangeait tout le voisinage. Et honnêtement, ça pourrait être drôle, mais comme presque tout le reste, c'est pas écrit, c'est un peu malaisant. C'est un peu, vous savez, comme quelqu'un qui vous raconte une vidéo drôle, mais de manière un peu approximative et sans l'intérêt humoristique principal qui est juste de regarder la vidéo. Juste quelqu'un qui vous raconte un truc qui n'est drôle qu'en vidéo, l'effet n'est pas le même. Notre narrateur est donc chez cette star du foot qu'il a rencontrée 2 fois. À un moment, il fait un appel et il s'éloigne car il cherche Cindy qui s'est isolée après s'être disputée avec Nestor. Il la trouve sur le balcon de sa chambre. S'engage alors une discussion où elle m'explique qu'elle a du mal à supporter l'opulence matérielle dans laquelle elle s'embourbe depuis sa mise en ménage avec Nestor. Notre narrateur serait-il touché par une pointe d'empathie ? Reviendra-t-il sur sa décision de tuer Cindy, qui se confie au premier inconnu venu, qui plus est en plus dans sa maison, dans sa chambre ? Il remarque que son propre lacet est défait, donc il se penche pour le refaire. Il le refait, et en se redressant, il saisit Cindy par les chevilles et hop, il la fait tomber du haut du balcon. Pas un cri, rien. Elle s'écrase comme une merde sur le perron en contrebas. Ça n'a pas l'air de bouger. Nickel. La musique est tellement forte que personne ne semble avoir entendu l'impact. La police considère que Cindy s'est suicidée. Et ensuite, la carrière de Nestor continue, il devient encore meilleur. Et le narrateur nous dit, c'est un petit peu grâce à moi tout ça. Waouh, il est vraiment sociopathe. Non, vous avez tort, ce n'est pas lourd du tout. Non, 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 non. On a compris, ramène-toi l'huile, incapable d'empathie. Quenard écrit comme s'il ne savait pas trop quoi faire, en fait. À mi-chemin entre ce qui semble être un scénario, une liste de trucs qui le font marrer, et tout ça, il le jette contre une page. Ça fait une litanie de propos bateaux sur l'état du monde et la société. Car on a aussi le droit, et ça je ne l'ai pas beaucoup vu, des faux dialogues désincarnés. En fait, des exemples de dialogues entre le narrateur et un personnage inconnu. Mais génial! Mais pourquoi s'emmerder à écrire une histoire ? Non, mettons des bouts par-ci par-là, et puis on rafistole un peu de scotch. Si le lecteur trouve que c'est nul, c'est qu'il n'a pas de goût. C'est brouillon, et c'est pas brouillon bien. Par exemple, là, il y en a beaucoup d'autres dans le livre, il nous sort toute une logorée sur l'utilisation abusive des études statistiques pour avoir raison dans un échange avec quelqu'un. Et en fait, pourquoi pas, mais ça a plus de place dans un spectacle de stand-up que dans ce livre. C'est vraiment mis comme, encore une fois, le cheveu et la soupe. Le narrateur s'inscrit à des cours de cuisine pour rencontrer une femme célibataire, sa prochaine proie. Et là, on a un des seuls passages du livre qui m'a fait vraiment rire, pas aux dépens de ce qui était écrit, quand il explique qu'au tout début du cours, tout le monde doit revêtir des charlottes et des tabliers en plastique dégueulasse, ce qui contrebalance l'idée que tout le monde vient dans ces cours de cuisine pour pécho. Et peut-être que j'ai trouvé ça drôle parce que cette scène, je l'ai vécue quand j'ai fait des cours de cuisine et, en tout cas,
Personne n'était là-bas pour pécho. Ça, je peux l'assurer. Il repère donc Louise. Louise est rousse. Et Louise est grosse. Louise est ce qu'on appelle communément une BBW. Big Beautiful Woman. Il y a de ces filles qui constituent le must de ce qu'on peut imaginer sexuellement, mais avec qui on n'envisage pas une seule seconde de former un couple. Bah ouais, on va pas se mettre en couple avec une grosse quand même. Je laisse les bons produits aux exigeants. Je me contente du rebut. Un homme éco-responsable, ce narrateur. Tout à l'heure, je me plaignais que Quenard n'écrit pas les dialogues. Et en fait, promis, je ne m'en plaindrai plus. Car quand il en écrit, 3 fois sur 4, ils sont atroces. Il en fait des caisses sur une oralité qui fonctionne sans doute très bien dans un scénario, mais pas du tout dans un livre. En tout cas, Louise est mariée à un militaire qui est souvent en déplacement, donc elle cherche un peu de piment dans sa vie parce qu'elle est convaincue en plus que son mari, lui aussi, en a là où il va. Louise s'est récemment prise de passion pour la randonnée et donc le narrateur lui en propose une du côté de Grenoble le week-end et elle accepte. Ils y vont le week-end suivant, ils prennent le train ensemble. Pendant la randonnée, à un moment, il trébuche sur elle, enfin il fait semblant de perdre l'équilibre, il trébuche sur elle et il la pousse dans le ravin de manière à ce qu'on puisse croire à un simple accident. Il appelle même à l'aide, au secours, pour que s'il y a des gens autour, il puisse accréditer la thèse de l'accident. C'est donc le cas car d'autres randonneurs le rejoignent, les gendarmes, les pompiers. Il est trop fort, c'est vraiment un acteur en devenir, il arrive à leur faire son numéro et les pompiers prennent soin de lui et lui disent de faire attention à sa santé mentale. Je suis un meurtrier bichonné. Il va à l'enterrement de Louise, il parle à la famille, au mari. Mais encore une fois, tout ça, on doit l'imaginer. Rien ne nous est vraiment raconté, fictionnalisé. Ah non, hop là, on passe vite à la suite parce qu'il faudrait pas trop s'embarrasser et puis prendre le temps d'écrire un livre complet quand même. Non, ça n'allait pas. J'effleurais les contours de ce qui faisait vibrer les autres à propos de ce livre, mais j'en restais loin, extérieur, coincé dans les marges. Mes travers revenaient. Je n'étais pas encore assez forte. Ou peut-être, n'étais-je pas encore allée assez loin ? Car persistait l'impression désagréable d'être face à un brouillon pas assez abouti. Il fallait que je plonge encore davantage, que j'abandonne tout pour me laisser submerger par la tentative artistique de Raphaël Quenard. Il fallait que je cesse d'être moi et que je me rapproche de lui. Alors qu'il réfléchit à sa prochaine victime, le narrateur se dit qu'il veut éviter de prendre pour cible une femme seule, car il ne veut pas faire d'orphelin. Il y a quelque chose de déroutant à reconnaître au plus odieux personnage des résidus d'humanité. C'est inévitable. Homo sum, humani nihil, ame alienum puto. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Incroyable. Peu importe le livre choisi, pour l'instant, chaque daube de l'été contient sa locution latine. J'ai même pas fait exprès. Il dégoise sur la nature humaine, mais c'est tellement plat. Chaque homme se bat pour exister et se donner l'impression d'être important. Parce que moi, je n'ai jamais su qui être, ni quoi penser. Lire un skyblock d'adolescent ou équivalent d'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus divertissant que ça. En plus, de temps en temps, je pressens des débuts de réflexion qui auraient pu être intéressantes, mais qui sont juste barbantes. Raphaël Quenard a cette capacité paradoxale en tant qu'écrivain de prémâcher absolument tout le travail du lecteur. En fait, comme s'il ne croyait pas une seule seconde en son intelligence. Et en même temps, de lui livrer un demi-livre avec lequel le lecteur doit se débrouiller. C'est « regardez-moi comme je suis super intelligent, mais je suis obligée de vous le dire constamment parce que sinon vous n'allez pas comprendre ». Le narrateur nous raconte son addiction au cannabis et on a encore droit à 5 pages d'un ennui mortel sur l'addiction. Rien de nouveau, rien d'original, rien d'un peu drôle. Ce passage se conclut sur le bonheur qu'il ressent lorsqu'il pisse dans son lavabo et il s'extasie de la sensation de poser ses couilles sur la céramique froide. Voilà. Notre narrateur va à la salle de sport.
Un homme, Franck, qu'il connaissait de loin à la salle, se met à lui parler sans s'arrêter. Là, j'ai rigolé. C'est la seconde et dernière fois de tout le livre, donc je le mets en avant, on ne pourra pas m'accuser d'être injuste. En bon maître tunnelier qu'il est, il pose sa question dans l'unique but d'enchaîner et de me renvoyer un nouveau tunnel en pleine poire. Franck ne veut pas le laisser tranquille. Franck le suit jusque dans les vestiaires. Franck l'attend même à la sortie de sa cabine de douche. Franck est un petit peu collant quand même. C'en est trop pour notre narrateur qui se jette sur Franck et qui le tabasse jusqu'à le tuer. Il n'y a bien sûr personne et pas de caméra dans les vestiaires. Il a donc tout le temps de mettre le corps dans les toilettes handicapées et de verrouiller la porte. Oups. C'est un petit meurtre pas prévu. Mais vous voyez bien, les hommes aussi peuvent être assassinés sauvagement dans ce livre. Je suis pas misogyne, j'ai tué un homme, is the new, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Après s'être dégourdi les jambes avec un petit meurtre, il passe au supermarché et remarque la caissière qui attire son regard car cette jeune femme a l'air particulièrement résignée. Elle s'applique à scanner les articles avec un zèle de citoyenne nord-coréenne. Il rentre chez lui, puis il décide quand même de retourner devant le supermarché pour attendre cette femme, la caissière. Lorsqu'elle sort, il l'aborde. Une fois à sa hauteur, je l'aborde de la plus courtoise des manières. Elle ne s'effarouche pas et accueille mon audace avec affabilité. Il n'y a qu'un homme pour écrire ce genre de scène et croire qu'une femme, dans une situation pareille, est polie pour une autre raison que son instinct de survie. Là, il nous écrit une belle fiction. On peut lui concéder. Il propose à la femme de venir manger chez lui, tout à fait normalement, elle refuse, et donc lui ment en lui disant qu'il est cuisinier et qu'il serait ravi de lui faire la cuisine chez elle. Elle accepte. Jamais une femme ne ramènerait un inconnu comme ça chez elle. Jamais. À peine arrivé chez elle, il lui tranche immédiatement la gorge avec un couteau à saucisson. Il s'en va rapidement, il sait qu'il a laissé plein d'indices, donc il veut se dépêcher pour son dernier meurtre. Sa grande œuvre bientôt achevée. Dehors, à la recherche de sa nouvelle victime, il tombe sur Varda, la femme sans-abri que nous avions déjà rencontrée quelques chapitres plus tôt. Varda est avec une autre femme, SDF, qu'il ne connaît pas encore. Cette femme s'appelle Shakira. Je décroche en ayant répondu à l'éternelle question qu'on se pose tous, consciemment ou non. Lorsqu'on examine le physique d'une personne sexuellement compatible, la réponse est oui. Si l'occasion de la baiser se présentait, l'heure serait à la coopération. Consciemment ou inconsciemment, oui, bien sûr. C'est universel, sans aucun doute. Quelle originalité, vraiment, on n'a jamais ni lu ni vécu ce genre de situation, jamais. Et là, on remarque qu'une des inspirations de Quenard est sans doute le dernier livre de Frédéric Beigbeder, dans lequel il racontait que, 50 ans passés, avec ses amis aussi brillants que lui, sans aucun doute, il s'amuse, car c'est hilarant, à jouer au jeu qu'ils appellent le jeu du oui-non. C'est-à-dire, ils se posent à la terrasse d'un café, et dès qu'une femme passe, ils disent oui ou non, sous-entendu, c'est très subtil, que est-ce qu'il jouerait, oui ou non, à cache-cache avec cette femme. C'était mieux avant. Ensuite, il raconte la fois où il a dit à Varda de venir dormir chez lui, comme ça, sur une impulsion subite. Mais au beau milieu de la nuit, elle est retournée dans la rue, car c'est l'appel du caniveau qui était trop fort. Oui, on a bien compris que le narrateur est à côté de la plaque sur tout. Mais il n'empêche qu'il semble que ce soit un peu la patine Quenard, utiliser sa gouaille caractéristique pour se faire passer pour un homme connaissant tous les recoins de la société et qui connaît très bien tous les ressorts populaires. Sans doute pour faire oublier qu'on est soi-même un bourgeois et qu'on a fait les meilleures écoles de France. Et c'est pas grave d'avoir fait les meilleures écoles de France, mais bon, peut-être qu'on peut arrêter de perpétuer des stéréotypes nocifs. Peut-être. Revenons au narrateur qui dit à Shakira qu'il veut l'emmener quelque part pour lui faire son affaire. Jouer à cache-cache, comme on dit ici. Évidemment, moyennant finance, il n'est pas drôle. Plutôt que de partir avec elle dans un hôtel prévu à cet effet,
Il prend un train de banlieue avec elle jusqu'à la lisière de la forêt de Marly, où il sait de source sûre qu'il y a une caravane abandonnée. Ok. Dès qu'il a passé la porte de la caravane, il se jette sur elle et la frappe de coups. Il la laisse à demi morte et l'attache au cadre du lit. Le lendemain, Shakira gigote déjà dans un bain d'excréments et d'immenses taches d'urine séchée maculent le sol de la roulotte. Plus tard, il revient, il l'asperge d'essence, mais non, finalement, il ne met pas le feu. Au bout de 3 jours, Shakira est décédée dans ces conditions. Notre narrateur se dit « Super, j'ai terminé ma grande œuvre » et il prend l'avion pour la Tunisie. Vous vous souvenez, le narrateur avait donné à Liliane son manuscrit, qui sont donc les pages que nous venons de lire sur l'ensemble des meurtres, fictionnalisés mais une autobiographie déguisée. Quand il revient en fin de journée de sa balade, Liliane a lu tout son manuscrit. Pour elle, c'est un grand livre qui marquera le monde et pas seulement celui de la littérature. Il y aura forcément un avant et un après. Il se met donc à rêver d'une carrière d'auteur. L'humanité tout entière ne doit pas oublier que cet art sera le dernier rempart contre la prolifération des censures de tous bords et de la barbarie. Ça, c'est un peu drôle compte tenu de tout ce qu'il a fait auparavant. Ok. Vous voyez, je ne suis pas injuste. Il vit très bien tous ces meurtres et il réfléchit à sa vie, assis sur un banc, de ce qui est décrit d'ailleurs comme une ville côtière. Je comprends que Tataouine, ici, ne signifie pas la vraie ville de Tunisie, mais un lieu un petit peu perdu, un peu comme Trifouille-les-Oies. Mais je n'y arrive pas. Le fait que la ville soit sans cesse décrite comme une ville en bord de mer, alors que la véritable Tataouine est là, sur la carte, ça m'achève d'incohérence et surtout de l'inutilité de cette incohérence. Pourquoi avoir dit Tataouine et dire que c'est une ville côtière ? Alors, Tataouine, en réalité, c'est en Tunisie, Oui. sur une carte et un planisphère digne de ce nom. Oui. Et dans mon imaginaire, c'est un autre endroit dont on révélera l'existence si jamais le livre se vend bien. Bref, il est donc sur son banc et une femme inconnue vient le rejoindre. A priori, il est déjà tombé amoureux de cette femme en quelques secondes. Elle raconte sa vie, elle est comédienne, elle s'appelle Alban. Ils passent la nuit ensemble, mais sans coucher ensemble, sans jouer à cache-cache. Quelques jours passent. Liliane et Alban d'ailleurs s'entendent bien. Alban lit son manuscrit sur insistance de Liliane, mais le futur semble radieux. Je n'ai rien vu venir. Oh ! Révélation digne des feux de l'amour. Alban est en réalité la nièce de Liliane, la fille de Marthe. Et oui, l'aristocrate qui l'avait tuée, c'était la sœur de Liliane. Oh non. Et donc, pendant toute une journée, Liliane a taillé en pointe sa canne. Et Alban, pendant la nuit, lui a transpercé la nuque pendant qu'il dormait. Je sentais que j'étais arrivée au bout de ma transformation. Mais mon double quenardisé prenait de plus en plus de place. Étais-je allée trop loin ? Qui étais-je à présent ? Je me sentais observée constamment. Et parfois, j'avais le sentiment diffus qu'une menace planait sur moi. Non, tout ça, c'était dans ma tête, c'est sûr. Je n'avais après tout aucune raison de m'inquiéter. Si vous trouvez cet enregistrement, c'est que j'ai succombé à la lecture de Klamzé à Tataouine. Je vais profiter de mes derniers instants pour partager quelques mots directement à Raphaël. Les gens qui t'ont accompagné pour publier ce livre ne sont pas tes amis. Ils ne sont pas de ton côté. Ils ne te veulent pas du bien. Ils n'ont vu en ce livre qu'un moyen pour eux de profiter de ton nom et de ta notoriété pour se faire de l'argent avec un manuscrit qu'ils avaient refusé 8 ans auparavant. Ton livre est vraiment, vraiment mauvais. Il n'est pas mauvais parce que ton personnage principal est un pseudo-sociopathe autodéclaré, pas parce que tu décris des meurtres de femmes. Ce n'est pas l'immoralité qui rend ton livre mauvais. Et si j'ai bien aimé que tu ne cherches pas d'excuses à ton personnage, que tu ne lui inventes pas un traumatisme quelconque,
comme pour justifier ses méfaits. Et j'ai bien aimé d'ailleurs aussi que ton livre soit très court. D'ailleurs, on dirait presque que la police a été comme étirée en longueur pour apparaître plus grande. Bon, c'est qu'une théorie. Mais tout ça, ce n'est pas assez. Oui, ton livre mérite sa place au palmarès des daubes de l'été. Et je sais que ce que je te dis n'est pas gentil et te semblera peut-être injuste. Mais tu as dit des choses vraiment très très bêtes. Et la moralité n'a pas de place dans l'art, parce que si on commence à ne décrire que des personnages sans faille, sans obscurité, sans zone d'ombre, on risque de s'ennuyer, quand même, je trouve. Et d'ailleurs, quand bien même lui il fait preuve d'amoralité, le livre est porteur d'une morale. Et le spectateur pourra s'apercevoir que la justice immanente reprendra ses droits. Vous êtes drôle quand même. Et du coup, donc c'est un livre qui porte en lui quand même une morale. Et je suis pas là à vouloir semer la zizanie dans ce monde, ni même à promouvoir des idées morbides. Ça n'est qu'une fiction. Quand tu dis que la morale n'a pas sa place dans l'art, en fait, tu te fais le ventriloque d'arguments poussiéreux et obsolètes. Tout le monde se fiche que ton personnage soit un serial killer, c'est pas le sujet, le fait qu'il tue, même exclusivement des femmes. On dirait que tu n'as même pas remarqué l'obsession et la prépondérance de figures et de récits de serial killers et d'histoires vraies de crimes. Ça a déjà sa place dans la société et dans la culture. Tu n'en as peut-être pas entendu parler, mais d'ailleurs tout un pan de la littérature est dédié aux sordides, aux crimes, à leur résolution ou pas d'ailleurs. Dire que la morale n'a pas sa place dans l'art et se revendiquer agitateur du conformisme bourgeois, c'est anachronique. Oui, Les Fleurs du Mal et bien d'autres ouvrages ont été censurés. À une époque où la censure était de mise en France. Nous ne vivons plus dans cette époque. Nous vivons dans une époque où il est ok et même bien vu d'écrire des ignominies, surtout en France, quand bien même elles tombent non pas sous le coup de l'immoralité, mais de l'illégalité. Quand bien même ces écrits font du mal aux gens. Alors ma question est la suivante. Moi, j'y ai déjà répondu, mais toi, je ne crois pas. Qu'apportes-tu aux personnages psychopathes dans la littérature ? En refermant le livre, on ne connaît pas ton narrateur, tu n'apportes aucune substance aux autres personnages, il n'y a aucune tension narrative, autre qu'une liste de meurtres qui se suivent. Ok, ton personnage est un homme incel, un frustré du bulbe qui a une vision stéréotypée et nocive des autres, des femmes, des pauvres, des gros, des personnes transgenres. Il est xénophobe et raciste. Pour nous qui vivons au quotidien ces violences que tu décris, ces stéréotypes qui nous blessent déjà, quel divertissement, quelle vision artistique y a-t-il pour nous dans tes pages ? Qui fais-tu rire, à part les gens qui sont d'accord avec cette vision propagée par ton personnage incel? Tu es un bon acteur, Raphaël, un excellent acteur même. Mais tu sembles risquer de devenir la caricature de ton personnage. Si tu veux poursuivre l'écriture sérieusement, alors non seulement tu dois travailler beaucoup plus tes textes, mais tu dois aussi mieux t'entourer. Et ça, toi, tu as la chance de le pouvoir. Tu parles comme un gars du peuple qui aurait été touché par la grâce de la culture. Mais c'est toi, en fait, qui nous prends pour des idiots, et pas l'inverse. Puis sérieusement, arrête de surjouer au gars qui vient d'un milieu populaire, celui qui est victime de mépris de classe. Ça ne tient pas et c'est insultant pour les gens qui viennent vraiment de classe populaire. Ce n'est pas parce que tu n'es pas le fils de Bill Gates ou d'un grand nom du cinéma français que tu viens en fait automatiquement d'un milieu populaire. C'est pas comme ça que ça marche. Et je ne doute pas que tu sois entouré de gens 1000 fois plus privilégiés que toi dans le milieu du cinéma. Mais ça ne doit pas t'empêcher de penser tes propres privilèges. Et je ne suis pas en train de te juger sur ta manière de parler. Non, moi je la trouve rafraîchissante et ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans ton personnage. Mais vraiment, des discours que tu tiens sur les classes sociales et sur ta place dans le monde social. Vraiment, Raphaël, tu es mon presque jumeau. Nous sommes nés à seulement quelques jours d'intervalle, le savais-tu ? Bon, à 700 km près et à des parents différents près, mais presque jumeaux quand même. Donc je te dis, les yeux dans les yeux, plus jamais ça. Fais-moi plaisir, je ne veux plus te voir ici dans les daubes de l'été, sinon ça va pas.